Bonjour à tous, je suis interne en ophtalmo en 10e semestre et je vais vous présenter aujourd'hui l'item pathologie des paupières, alors qui peut paraître assez anecdotique comme ça, mais qui est assez important déjà pour nous en ophtalmo et qui est quand même relativement transversal, par exemple avec la neurologie pour le ptosis et avec la dermato pour les tumeurs palpébrales. Donc pour commencer, c'est primordial de bien connaître l'anatomie de la paupière pour en comprendre la pathologie. Donc premièrement, la paupière est divisée en deux lamelles, qu'on appelle lamelle antérieure et lamelle postérieure. La lamelle antérieure, c'est une lamelle cutanéo-musculaire, donc là vous avez tout simplement la peau, et en arrière vous avez le muscle orbiculaire qui va permettre donc de fermer l'œil, et le muscle orbiculaire, il est innervé par le 7, ce qui explique les lagophthalmies, donc les impossibilités de fermer l'œil dans les paralysies faciales. En arrière de cette lamelle antérieure, vous allez avoir la lamelle postérieure qui comprend le tarse, qui est une structure cartilagineuse en arrière du muscle orbiculaire, et ici en arrière la conjonctive. Alors la conjonctive, il faut savoir que elle est à la fois bulbaire en avant de la sclère et après le repli des cul-de-sac, la face postérieure de la paupière est également tapissée de conjonctive, c'est ce qu'on appelle la conjonctive tarsale ici en arrière. Donc cette paupière est constituée de différentes glandes, je vais pas toutes vous les détailler, mais c'est important de connaître par exemple au moins ce qu'on appelle les glandes de Mébomius qui sécrètent la partie grasse des larmes et qui vont avoir une importance en pathologie puisque leur obstruction va entraîner ce qu'on appelle un chalazion. Ces glandes, elles sont perpendiculaires au bord libre, le bord libre c'est l'extrémité distale de la paupière, et elles vont être dans le tarse. Ensuite, en dehors de ces structures, on a les follicules pileux ici avec les cils. On a également les structures qui vont monter la paupière, entre guillemets. Vous avez ici le releveur de la paupière, mais il faut savoir que l'activité de lever la paupière n'est pas uniquement liée avec le releveur, qui a une activité principale bien sûr, et d'ailleurs qui est innervée par le 3 à bien savoir, mais l'action de lever la paupière est aussi en partie due au muscle de Muller que vous avez ici, ce muscle-là qui va avoir une action accessoire et qui va être innervé par le système sympathique. Donc quand vous allez avoir une paralysie sympathique pour une raison ou pour une autre, on va y revenir, vous allez avoir un ptosis qui va être moins important que lorsque vous allez avoir une paralysie du releveur, par exemple par paralysie du 3. Mais donc c'est important de savoir l'action de ce muscle accessoire. En paupière inférieure, même chose, lamelle intérieure avec la peau, le muscle orbiculaire, l'orbiculaire qui est bien là, le tarse et la conjonctive, avec bien sûr pas de structure qui va relever les paupières inférieures, mais vous avez à minima ce qu'on appelle les rétracteurs des paupières inférieures, qui est l'équivalent du muscle de Muller. Ensuite, plus rapidement, l'anatomie des voies lacrymales, qui a aussi son importance. Vous avez la glande lacrymale avec ses canaux excréteurs qui est situé en haut et en dehors du globe oculaire. Et pour les voies excrétrices qui contiennent dans l'ordre le point lacrymal qui est visible, point lacrymal supérieur et inférieur, puis les canalicules lacrymales supérieures et inférieures, le canalicule commun, alors il y a certaines variations anatomiques, des gens n'ont pas de canalicule commun, mais retenez quand même ça, et ensuite on va avoir donc le sac lacrymal qui va se drainer avec différentes valvules, vous avez une valvule là et une valvule en bas, vous n'avez pas à connaître les noms, mais donc ça va se drainer en dessous du cornet inférieur. Et nous c'est par exemple important de connaître cette anatomie, puisque quand on va faire ce qu'on appelle une dacryocystorhinostomie, où on va faire recommuniquer les voies lacrymales avec le nez, on va aller se mettre dans le nez par voie endonasale et on va aller fraiser sous le cornet moyen pour permettre de refaire communiquer les larmes par ici dans le nez. Donc premièrement, l'ectropion et l'entropion, qui sont des problèmes donc de statique palpébrale, le plus souvent retrouvés chez le sujet âgé. Donc dans un premier temps, l'ectropion, ça va être la bascule vers le dehors du bord libre, donc de la paupière. Les trois mécanismes retrouvés, c'est le mécanisme sénile, la plupart du temps ça arrive chez les personnes âgées. Ça peut être également cicatriciel, par exemple une cicatrice de paupière inférieure, si on enlève une tumeur ou quelque chose comme ça, on va resuturer en tension et il y a un risque de bascule du bord libre vers l'extérieur, et également il peut être paralytique, puisque quand vous avez une paralysie, notamment une paralysie faciale, vous avez le muscle orbiculaire qui est atone et qui va donc faire une bascule de la paupière vers l'extérieur. On peut aller jusqu'à la lagophthalmie quand l'orbiculaire ne ferme plus l'œil du tout. Je vous ramène à votre item de neuro ou d'ORL sur la paralysie faciale avec le signe de Charlebel, etc. Et le traitement de la kératite d'exposition.
Donc les complications de l'ectropion, on l'a dit, c'est la lagophtalmie dans le cadre des paralysies faciales notamment, le larmoiement, puisque notamment le point lacrymel que vous avez ici peut être éversé et donc ne plus drainer correctement les larmes, et l'exposition cornéenne, puisque notamment si vous avez une lagophtalmie, la paupière ne ferme plus, en tout cas ferme mal, et la cornée va faire des kératites, va s'ulcérer et voire se perforer ensuite. L'entropion, encore plus gênant dans la grande majorité des cas, même chose, il peut être sénile, il peut être également cicatriciel. Si vous avez par exemple ici une tumeur que vous allez retirer et resuturer sous tension, ça va envoyer la paupière en dedans et ça va créer un entropion dit cicatriciel. Là les problèmes ça va être essentiellement la kératite, puisque vous allez avoir les cils ici qui vont frotter sur la cornée dès que l'œil va fermer, et ce qui va être très douloureux et très désagréable pour le patient, et pareil engendrer des kératites, des ulcérations, voire dans les cas extrêmes des perforations cornéennes. Donc dans les deux cas le traitement n'est pas à connaître pour vous, mais dans les deux cas le traitement est chirurgical. On va retendre la paupière et remettre le bord libre dans une position adéquate. Il y a différentes techniques chirurgicales, mais globalement retenez chirurgie comme traitement. Ensuite, le ptosis. Alors c'est peut-être le plus important et le plus intéressant, et la pathologie pour laquelle il va falloir le plus réfléchir. Donc il faut faire vraiment un examen et un interrogatoire détaillé, notamment examiner la motilité oculaire, vérifier qu'il n'y ait pas déjà que votre patient ne se plaigne pas de diplopie et que les yeux bougent bien dans tous les sens, notamment vérifier qu'il n'y ait pas de paralysie du 3. Si vous avez un ptosis qui va être dans ce cas-là plutôt de ce genre-là, relativement complet, avec une paralysie du releveur par paralysie du 3, vous aurez bien sûr du coup une paralysie des muscles innervés par le 3, notamment une paralysie de l'élévation, de l'abaissement et de l'adduction, donc une paralysie du droit supérieur, du droit inférieur et du droit médial. Regardez également les pupilles, vérifiez qu'il n'y ait pas d'anisocorie. Dans le cadre d'un 3, vous allez avoir une mydriase. Dans le cadre d'un Claude Bernard Horner, vous allez avoir un myosis. Il faut savoir aussi comment est innervé le sphincter de la pupille. Donc vous allez avoir une dilatation de la pupille, donc une mydriase dans le cas d'une paralysie du 3, et au contraire un myosis dans le cadre d'une paralysie du sympathique, donc d'un Claude Bernard Horner. Comme je vous l'ai dit, le mullaire étant innervé par le sympathique, toute atteinte du sympathique, du trajet du sympathique peut donner un ptosis modéré, donc il va falloir rechercher un myosis associé. À noter que le trajet du sympathique va jusque en cervical et en thoracique haut, donc notamment les tumeurs pulmonaires apicales peuvent donner des Claude Bernard Horner, les dissections carotidiennes également. Donc intérêt particulier de bien examiner les pupilles, et à noter aussi que vous allez avoir plutôt des ptosis de ce style-là dans les paralysies du Muller, avec un abaissement de la paupière qui va être beaucoup plus modéré et discret, et à côté duquel il faudra pas passer parce que ça peut être des étiologies quand même urgentes et graves. Également les symptômes associés sur le plan général, des céphalées, des cervicalgies ou d'autres symptômes qui pourraient vous faire penser à une autre pathologie. Donc pour les mécanismes, neurogène plus, non pas parce que c'est le plus fréquent, mais parce que c'est le plus important à diagnostiquer. Donc une paralysie du 3, comme je vous l'ai dit, donnera une paralysie du releveur et donc un ptosis quasi complet avec paralysie oculomotrice associée, et une paralysie du sympathique donnera un ptosis un peu plus modéré avec un Claude Bernard Horner, donc avec un myosis et d'éventuels autres symptômes associés. Ça peut être également un ptosis myogène, notamment la myasthénie. Pareil, c'est pas fréquent, mais c'est grave, il faut savoir le reconnaître, donc notamment via l'interrogatoire, demander si le ptosis est variable dans la journée, s'il est plus important le soir, s'il y a des troubles de la déglutition, s'il y a des troubles de la respiration. Donc bien interroger et bien examiner son patient. Il peut y avoir des ptosis congénitaux qui sont relativement fréquents, mais c'est un diagnostic d'élimination. Et là pareil, vous allez demander au patient si son ptosis est récent ou ancien. Un ptosis traumatique est en général facile à reconnaître puisque c'est à la suite d'accidents, et un ptosis sénile qui en pratique sont les plus fréquents, mais pareil, ça doit être un diagnostic d'élimination et il faut avant éliminer essentiellement donc les ptosis neurogènes. L'orgelé et le chalazion. Donc c'est des pathologies qui sont relativement fréquentes, qui sont même très fréquentes, y compris en médecine générale, et qu'il est important de savoir reconnaître. En pratique, l'orgelé, c'est un furoncle qui est centré sur le follicule d'un cil, donc qui est bien blanc et bien centré, vous le voyez, le long de la ligne ciliaire, qui est lui d'origine infectieuse, en général à staphylocoque doré, et pour lequel le traitement va être un collyre ou une pommade antibiotique simplement.
à ne pas confondre avec le chalazion qui en pratique est beaucoup plus fréquent que l'orgelé. On a à longueur de journée des patients adressés pour orgelé par les médecins traitants et traités de façon inadéquate alors que c'est des chalazions. Les chalazions, comme je vous le disais, c'est des enquistements inflammatoires d'une glande de Mébomus. Donc les glandes de Mébomus, comme je vous disais, elles sont dans le tarse et perpendiculaires au bord libre, donc virtuellement elles sont comme ça. Et donc ces glandes vont se boucher, s'inflammer et s'enquister et donner cette espèce de gros truc moche qui est un chalazion. Donc le traitement du chalazion, ça va être de masser les paupières. Vous dites au patient de prendre un gant d'eau chaude, de le mettre sur les paupières pendant 5 minutes et de masser les paupières du bas, de bas en haut, les paupières du haut, de haut en bas, et de rincer au sérum Phi. Et puis une pommade corticoïde, pour pas le citer, on va mettre du Sterdex dans l'œil ou du Maxidrol chez l'enfant. Globalement c'est la même chose, c'est une pommade corticoïde pendant 3 semaines matin et soir. Et si ce traitement ne marche pas, on peut traiter le chalazion chirurgicalement. Dans ce cas-là, on va retourner la paupière, mettre un coup de bistouri et vider le chalazion à la curette. Dans la majorité des cas, le traitement médical suffit, donc il faut bien le conduire, et puis après on peut faire un traitement chirurgical si ça ne marche pas. Et enfin, les tumeurs palpébrales qui sont assez fréquentes, mine de rien, qui peuvent être bénignes ou malignes. Alors les bénignes, je vous les cite à titre indicatif, l'hydrocystome que vous voyez ici, le papillome qui a une origine en général virale, et les xanthelasmas qui sont des dépôts de cholestérol au niveau des paupières, donc qui sont des tumeurs bénignes qui peuvent se retirer s'il y a une gêne esthétique, mais qui sont pas graves du tout. Plus embêtant, les tumeurs malignes, et à bien connaître notamment les deux plus fréquentes, surtout le carcinome basocellulaire qui comprend quasiment 80% des tumeurs palpébrales que vous voyez ici, qui est classiquement qui se présente comme une lésion perlée télangiectasique. Alors c'est relativement polymorphe, c'est pas si évident que ça en pratique, mais retenez ces notions. À retenir surtout, ne métastase pas, donc il n'y a pas de risque de métastase. Par contre, c'est des tumeurs qui, si on les laisse en place, ont un risque d'évolution locorégionale qui peut être majeur, ça peut aller loin, ça peut aller jusque dans l'orbite, donc important de le retirer avec des marges et de surveiller. Deuxième tumeur la plus fréquente, le carcinome épidermoïde que vous voyez ici, qui est particulièrement moche, qui est une lésion qui est plutôt ulcéro-bourgeonnante, vous le voyez un petit peu croûteuse, qui par contre elle est plus gênante parce qu'il y a un risque métastatique. Donc retenez bien, carcinome basocellulaire, pas de métastase, mais évolution locorégionale, carcinome épidermoïde, métastase possible. Même chose qu'en dermatose, je vous ramène à votre cours de dermatose sur les tumeurs cutanées. Et ensuite, je vais pas m'étendre dessus, mais les mélanomes sont également possibles, les lymphomes et d'autres tumeurs plus rares. Dans la grande majorité des cas, le traitement est chirurgical avec des marges. Le problème c'est que par exemple un baso, il faut qu'on prenne 3 à 4 mm, et on peut aller jusqu'à 5 à 10 mm pour un mélanome. Alors je vous laisse imaginer ce que ça fait sur une paupière, c'est-à-dire que globalement on enlève la paupière et on la reconstruit, ce qui est tout le challenge de la chirurgie oncologique palpébrale. Voilà, je vous remercie pour votre attention, j'espère que ça aurait été clair. N'hésitez pas si vous avez des questions et je vous retrouve pour les QCM.